on va démarrer, si vous le voulez bien, par une question inversée. La thématique générale, encore une fois, c'est la place du collaborateur, du salarié dans l'entreprise. Inversons la question, la toute première question, par une étude de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Elle interroge les Européens. Et elle leur demande, mais est-ce que dans votre vie, le travail est important? Et les Français répondent, je dis bien les Français, répondent très important ou important à 90%. On est dans le top 5 de l'Europe. Et le questionnaire se poursuit. Aimeriez-vous que le travail prenne moins de place dans votre vie? Et là, vous avez 2 tiers des Français qui disent oui, assurément. Alors ma question est, est-ce inquiétant? Est-ce réjouissant? Patrick Martin, d'abord, l'idée, l'envie, c'est que le travail prenne un peu moins de place dans le cœur des Français. D'abord, je voudrais vous saluer toutes et tous, et puis particulièrement mon ami Pierre-Jean Leduc, qui est là. Pierre-Jean, là, pardon. Et vous remercier de votre invitation. Il y a un certain nombre effectivement d'études, y compris très récentes, qui donnent des résultats assez contradictoires. Moi, ce que je relève, c'est que dorénavant, le travail dans la vie des Français n'occupe plus que 15% du temps de vie. Alors, c'était 40% dans les années 60. Ça s'explique déjà par une raison physiologique, c'est que la durée de vie a augmenté et c'est tant mieux ainsi. Mais ça s'explique aussi par le fait que par rapport à ce qui existe dans d'autres pays, les 35 heures, la 5e semaine de congé payé, jusqu'à une période récente, en tout cas, un âge de départ en retraite plus précoce que dans d'autres pays, je dirais arithmétiquement, on a une durée de travail moindre. Deuxième chiffre, mais qui recoupe ce que vous venez de donner, si on se reporte quelques décennies en arrière, le travail était beaucoup plus prioritaire, effectivement, dans l'imaginaire ou dans le mental des Français. Bon, une fois que j'ai dit ça, est-ce que ça se traduit, comme on a pu le dire, par une grande démission? J'ai tendance à ne pas le croire. J'ai tendance à ne pas le croire. D'abord, on a un taux d'emploi, même s'il n'est jamais suffisant, mais on a un taux d'emploi record par rapport à la première année où ça a été mesuré, c'est-à-dire 1975. Et moi, je ne sens pas dans le comportement des salariés, même si on a un turnover qui a un petit peu augmenté, même si on a un absentéisme, singulièrement chez les jeunes, qui a augmenté, auquel il faut prêter attention, je ne sens pas un désintérêt massif pour le travail, à part pour une aile très déterminée, très militante, on voit laquelle, pour qui le travail serait une aliénation. En revanche, et c'est un vrai défi pour nous tous entrepreneurs, c'est vrai qu'il y a des attentes différentes, qu'il y a cette fameuse quête de sens qu'on est bien en mal d'identifier. Je crois surtout qu'il y a une demande d'individualisation de la relation et de personnalisation des parcours qui vient un peu télescoper les organisations que les uns et les autres on a pu mettre en place, quelle que soit d'ailleurs la taille de nos entreprises, mais plutôt dans les grandes entreprises, qui étaient des organisations très anonymisantes, très génériques, autour de matrices, qui ont pu conduire à ce que beaucoup de salariés ne se retrouvent pas et considèrent, à tort ou à raison, mais de mon point de vue plutôt à raison, qu'ils n'étaient pas suffisamment pris en compte. Frédéric Souillot, même question, c'est-à-dire doit-on craindre un désengagement du salarié dans les années à venir, peut-être déjà maintenant, précisément parce que la valeur travail et l'envie même du travail, franchement... Alors, merci pour l'invitation, merci pour le débat, cher Patrick. Là, alors, je ne crois pas qu'il y a un désengagement et une volonté, alors, qui est une volonté que le travail prenne moins de temps dans la vie. Soit, certainement. Pour autant, le lien social, souvent, il est associé au travail et à l'emploi. Après cela, c'est avec la paye qu'on remplit le frigo quand on est salarié. Autrement, il reste la Française des Jeux, mais ça ne marche pas à tous les coups. Il y a beaucoup de candidats et il y a peu de gagnants chaque fin de semaine. Et cette réalité, ce sens au travail, il faut certainement améliorer les conditions de travail. Alors, aujourd'hui, la demande d'individualisation, pour nous, organisations syndicales, où on milite pour l'intérêt collectif, l'individualisation, les collectifs et tout cela, ça vient plutôt à l'encontre de ce que nous, on prône en permanence. Maintenant, le vrai sens au travail, c'est le dialogue social aussi qu'on peut avoir dans les entreprises.
On dit depuis l'année dernière, après les élections législatives, et je ne fais pas de politique, redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. Nous ne pouvons compter que sur nous, interlocuteurs sociaux, pour trouver des accords et des améliorations des conditions de travail en prenant en compte et les uns et les autres nos priorités et les légitimités des travailleurs comme des employeurs. L'un et l'autre, vous êtes d'accord sur le fait de dire qu'il n'y a pas de grande démission en France. En revanche, on l'observe quand même chez certains de nos voisins. Comment vous expliquez cette particularité? À l'inverse. Alors, je ne réponds pas exactement à la question pour commencer, mais je Oui. voudrais me corriger moi-même. Commenter, oui. Pour dire d'abord qu'avec Frédéric Souillot, nous avons une grande qualité de relations et de discussions avec des points de désaccord, mais qui sont abordés de manière très loyale entre nous, hein. Et pour le coup, je me rallie complètement à ce que vient de dire Frédéric sur le fait que cette quête d'individualisation, elle ne doit pas porter atteinte ni au collectif, ni à la représentation des salariés, parce que sinon, ça crée une complexité inouïe. On ne sait pas gérer dans l'entreprise au-delà d'un certain niveau d'individualisation. Donc je suis évidemment parfaitement aligné avec ce que vient de dire Frédéric Souillot sur l'impérieuse nécessité qu'il y ait une expression collective. D'ailleurs, ça vaut du côté patronal, hein, sur un certain nombre de sujets relevant des branches, relevant de l'interprofessionnel. On a plus que jamais besoin dans notre pays que les expressions, d'abord, puissent émerger, et ensuite qu'elles le soient non pas de manière enrégimentée, évidemment non, mais de manière coordonnée, parce que sinon on rentre dans un monde complètement illisible, je dirais assez gazeux, et on ne sait pas traiter les aspirations et les attentes. Et donc la question était, est-ce qu'on observe dans les pays voisins? À l'étranger européen, Ouais. on voit qu'il y a quand même des tendances à la grande démission, mais pas en France. Comment vous expliquez notre particularité? Alors, la tendance à la grande démission, je rappelle que quand même, elle a été en bonne part initiée ou provoquée par la Covid, hein, on peut le comprendre d'ailleurs, a amené un certain nombre de salariés, de jeunes, mais pas que de jeunes, à s'interroger sur leur équilibre vie personnelle, vie professionnelle, à redécouvrir leur famille pour un certain nombre d'entre eux, à découvrir des cadres de vie différents. Donc il y a une forme de légitimité, je dirais, à cette interrogation. Mais elle a été aussi liée au fait qu'on vient de traverser assez paradoxalement quelques années plutôt prospères en termes d'activité économique, et que finalement ça pouvait inciter certains, de bonne foi d'ailleurs, à se dire finalement je prends un petit peu de champ par rapport à mon activité professionnelle, parce que de toute façon il y a de telles tensions sur le marché de l'emploi que le jour venu, quand je voudrais être dans le métier que j'exerçais auparavant ou dans un autre, de toute façon je retrouverai un emploi. Malheureusement, de ce point de vue, il y a quand même une dégradation conjoncturelle qui est assez marquée, qui est même très marquée dans certains secteurs d'activité. Je pense par exemple à toute la filière construction-logement. Je pense que pardon de l'expression, mais cette forme de confort qui consistait à dire, bon, je fais une parenthèse, mais c'est pas bien grave puisque je retrouverai assez rapidement un emploi, je pense que ce raisonnement, fondé ou non d'ailleurs, est en train de se dissiper parce que précisément, et on le voit dans les chiffres, le marché de l'emploi est moins dynamique qu'il n'était jusqu'à il y a 6 mois encore. C'était la une des Échos ce matin encore, effectivement. Frédéric Souillot. Alors, je vais être encore une fois d'accord, ne vous méprenez pas, hein. On assume nos différences. Ce qui fait la première qualité d'un interlocuteur, c'est sa fiabilité. Et je pense que tous les deux, nous sommes des interlocuteurs fiables, même quand au détour d'une cigarette, on se dit ce que nous avons à nous dire. Mais voilà. Ce que l'on vient de faire d'ailleurs. Oui. C'est pour ça qu'on arrive avec le sourire. Ce n'était pas le cas tout à l'heure. Non, je plaisante. Mais sur ce que nous avons tous vécu, pandémie, personne ne l'avait vécu avant nous. Et puis, il y avait une étude de l'INSEE à l'époque qui disait que quand pendant plus de 62 jours, on passe à une nouvelle vie, on oublie ce qu'était la vie d'avant. La grande démission, je ne sais pas comment ça se passe chez nos voisins européens, alors je le sais un peu, mais les mêmes attentes reviennent, et quand je discute avec mes interlocuteurs à la Confédération européenne des syndicats, ils reviennent sur la même chose que nous.
quel emploi pour demain et quelles conditions de travail et comment est-ce qu'on arrive à la vie personnelle et l'emploi. Et quand on parle des jeunes, je rappelle juste une chose, j'en ai eu 5, ce sont juste nos enfants et c'est nous qui les avons élevés. Vieillissement de la population. Vieillissement de la population, là encore une fois, c'est juste une question démographique, elle est inéluctable. De votre point de vue, cela entraînera quoi? De votre point de vue, pas du point de vue de Frédéric Martin, de Patrick Martin. De votre point de vue, ça entraînera quoi dans les entreprises et dans la présence même du salarié? Alors, sur vieillissement de la population, il faut qu'on arrive à retrouver le chemin, l'accord, le mode de fonctionnement que l'on connaissait avant 35 heures. J'ai écouté l'introduction tout à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à garder en emploi les 55 ans et plus? On était tout à l'heure dans le top 5. Là, on est les derniers à l'OCDE sur le taux d'emploi des 55-64 ans. Donc, pour le coup, on s'est mis d'accord sur un agenda social autonome. On attend une lettre d'orientation de l'exécutif qui devrait nous arriver le 15 novembre. Enfin, on l'attend depuis fin juillet, mais bon, elle arrivera. On doit arriver à trouver, nous, une discussion, un accord, et un accord national interprofessionnel où on reparle de l'emploi des seniors, mais comme un vrai emploi. Et deuxièmement, je l'ai déjà dit au ministre du Travail et à la Première ministre récemment, qu'on enlève senior à 45 ans. Ça marche certainement bien dans les clubs de sport, où à 45 ans on est presque vétéran d'ailleurs, mais dans l'emploi c'est pas possible. C'est juste un décret. Retirons senior à 45 ans, travaillons sur la formation professionnelle tout au long de la vie, pour qu'on arrive à évoluer, se reformer, pour pouvoir garder son emploi, le conserver. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite, alors 43,7% étaient salariés, 7%, enfin 6,3% étaient indépendants, auto-entrepreneurs ou quelque chose comme cela, ne sont plus en emploi aujourd'hui. Comment est-ce qu'on trouve des solutions pour demain matin? Comment est-ce qu'on arrive à terminer des carrières où on ne parlera pas de réparation, mais plutôt de prévention? C'est tous les accords que nous avons signés, notamment sur AT-MP et sur tout cela. Mais c'est le dialogue social, accords nationaux interprofessionnels. Alors on va voir, et les uns et les autres, à éclairer les consciences. Parce qu'il ne faudra pas que ça nous prenne une génération comme ça peut nous prendre de temps en temps comme temps. Je note d'abord que vous avez ouvert le chantier, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous l'avez dite, Patrick Martin, c'est derrière cette question-là, c'est toute la question de la formation initiale et continue du salarié. C'est ça qui se pose. Alors, selon ma mauvaise habitude, je rebondis quand même sur votre question précédente. Je pense que dans toutes nos réflexions, quelle que soit notre fonction, il faut qu'on intègre beaucoup plus les tendances lourdes de la démographie, effectivement. Et moi, au MEDEF, je veux absolument, et on commence à le faire, est-ce qu'on travaille sur ces sujets-là? Parce que ça a des conséquences, bien sûr, sur des sujets aussi sensibles que l'âge de départ en retraite, la formation, je vais y venir, mais également la silver economy, et puis sur l'emploi demain. Je donne juste un chiffre, et peut-être que ça parlera particulièrement à certaines des personnes présentes dans la salle. Dans l'aide à la personne, essentiellement du fait du vieillissement de la population, il va y avoir d'ici 2030 de l'ordre de 800 000 emplois à créer. Donc ça renvoie à des sujets de formation, ça peut renvoyer à d'autres sujets très sensibles. Je pense à l'immigration économique en particulier, mais ce n'est pas la question. Donc, oui, il faut qu'on change de regard, en définitive, hein, sur les seniors. Alors, peut-être que Frédéric Souillot réagira, certainement. Il y a ce qu'on appelle l'effet horizon. Du seul fait du report de l'âge légal de départ en retraite, le taux d'emploi chez les seniors va augmenter. On en a eu la démonstration avec les précédentes réformes. Dorénavant, sur la tranche d'âge 55-60 ans, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, la France est dans la moyenne
de l'OCDE et dans la moyenne de l'Union européenne. Il faut souhaiter que, parce que du côté des salariés, mais également du côté des employeurs, l'horizon donc d'âge de départ en retraite aura été reporté, on aura moins de réticence, consciente ou inconsciente d'ailleurs, à recruter, à promouvoir et à former effectivement des seniors. À côté de ça, je suis bien d'accord, cette référence aux 45 ans pour être senior, elle est absolument dramatique. Elle est très offensante d'ailleurs pour ceux qui passent la barre des 45 ans, ce qui m'est arrivé il y a déjà un bon bout de temps. Bien. Et donc, dans le cadre de ces négociations qu'on va engager de bonne foi, et pour ce qui me concerne, en étant bien convaincu qu'on va aboutir, il faut qu'on adresse un certain nombre de sujets. Donc celui de la formation, celui de la prévention, Frédéric Souillot l'a évoqué, et je partage complètement, on a déjà eu des avancées de ce point de vue, et puis également les reconversions professionnelles. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de métiers où il y a une usure professionnelle, et donc on ne peut pas vouloir tout et le contraire de tout, c'est-à-dire s'assurer de la bonne santé physique et mentale d'ailleurs d'un certain nombre de salariés, et puis dans le même temps vouloir, alors même qu'ils n'en sont pour certains même plus capables, continuer à leur faire exercer des métiers qui sont éprouvants. Donc on va devoir se réinventer, mais je reviens à mon point de départ. Ce qui me rend très optimiste, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est précisément la démographie. On va avoir besoin de maintenir dans l'emploi des seniors, parce que je rappelle qu'à partir de 2040, et peut-être même un peu avant, les générations en âge actif en France vont diminuer. Donc, et pardon, ça renvoie à un autre sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de populations éloignées de l'emploi, y compris des jeunes, dont il faut bien reconnaître qu'on ne s'est pas suffisamment occupé jusque-là, et donc, qu'on le veuille ou non, on va devoir s'occuper. Et moi, je dis, qu'on le veuille, c'est encore mieux. Et je suis très déterminé à ce qu'on soit beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus actif en direction de ces populations éloignées de l'emploi. La question n'est-elle pas encore plus intense, ou la réponse à donner n'est-elle pas encore plus intense du fait que il faut peut-être maintenir la croissance? C'est une question dans ma bouche. Faut-il maintenir la croissance alors que nous sommes dans une transition écologique? Ou bien vous êtes plutôt pour un statu quo et éventuellement une décroissance? Question pour tous les deux, question ouverte. Frédéric Souillot. Je sais qu'elle est compliquée. Comment je pourrais être pour la décroissance? Décroissance? Non, nous ne pouvons pas être pour la décroissance. Nous ne pouvons pas, pardon. Plus il y a de croissance, plus on crée d'emplois, mieux les entreprises fonctionnent, et plus on arrive à mettre des dérivations pour augmenter les salaires, améliorer les conditions de travail, améliorer la relation vie-travail, vie personnelle. Mais si on est pour la décroissance, il ne fallait pas qu'on aille discuter d'un accord partage de la valeur. La croissance, c'est comment est-ce qu'on partage la valeur, comment est-ce qu'on répartit les choses. Et si on parle de transition, il faudrait qu'on ajoute transition juste. Parce que la transition, elle ne pourra se faire pas les uns contre les autres. Elle ne pourra se faire que les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on trouve le moyen de réformer, transformer l'industrie? Alors moi, je viens d'un métier. Maintenant, c'est installation des stations-service. D'ailleurs, on avait une usine à Grenteville qui existe encore pour mettre la vignette verte pour que les pompes à essence installées en France soient. Eh bien, c'est des métiers, si on ne se renouvelle pas, si on ne retrouve pas une nouvelle croissance, mes 5000 collègues encore, demain, on les retrouve à l'assurance chômage. Donc, non, je suis pour la croissance et nous sommes pour la croissance. Patrick, je vous en prie. Alors, Patrick Martin. Oui, je suis pour la croissance. Voilà, un point de convergence encore. Non, moi je voudrais d'abord rappeler que le MEDEF s'est doté dès début 2019 d'une raison d'être, agir ensemble pour une croissance responsable. Je suis assez impressionné, à vrai dire assez inquiet, de voir que le débat médiatique, je serais tenté de dire le débat intellectuel, mais c'est péjoratif pour ceux qui ne partagent pas ce point de vue, est quand même saturé par la thèse de la décroissance. Il faut écouter, il faut respecter, il faut dialoguer avec les porteurs de cette thèse de la décroissance. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, il y a un principe de réalité et un principe de cohérence. On veut absolument opposer
croissance et climat. Moi, ma conviction, et je vais essayer de l'étayer, ma conviction, c'est que l'impérative révolution environnementale passe par la croissance. On a calculé, parce qu'il faut à un moment donné objectiver ces débats qui sont passionnels, qui sont idéologiques, qui sont pour certains hystériques. À un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre et parler de réalité. Donc le MEDEF a été parmi les premiers, il y a eu d'autres études qui sont tombées entre-temps, à chiffrer ce que coûterait aux entreprises la décarbonation. Et nous voulons obtenir la trajectoire de décarbonation, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050. Ça va coûter à nos entreprises 40 milliards d'euros d'investissement supplémentaires tous les ans. Je ne crois pas à l'argent magique, et donc si on veut dégager les marges de manœuvre financières pour innover, pour décarboner nos modèles économiques, pour les faire muter avec d'ailleurs, et ça n'est pas pris en compte dans ces 40 milliards d'euros d'investissement supplémentaires, d'énormes budgets sociaux pour former, pour reconvertir les salariés dans des secteurs d'activité qui sont menacés, voire condamnés, typiquement les pompes à essence à un moment donné. Premier point. Deuxième point, on est par excellence le pays au monde, et c'est très bien ainsi, où le modèle social est essentiellement assis sur la redistribution. On le voit de manière flagrante. Quand il y a une récession en France, tous nos régimes sociaux plongent dans le rouge, en déficit, et accumulent des dettes. Les comptes de l'UNEDIC portent la trace d'ailleurs du sous-emploi. Et donc si on n'a pas de croissance, je ne vois pas comment on peut préserver, créer de l'emploi, distribuer du pouvoir d'achat alors qu'il y a une demande parfaitement compréhensible de pouvoir d'achat. Si on s'inscrit dans une trajectoire de décroissance, on détruit des emplois et on n'a plus de marge de manœuvre pour distribuer des salaires, donc du pouvoir d'achat. Donc tout ça mis bout à bout fait que, en âme et conscience, je ne comprends pas comment on peut prôner la décroissance et faire de la décroissance la condition de la transition environnementale. C'est tout l'inverse. Mais il faut que dans le débat d'idées, de manière très argumentée, très sereine, très objective, on porte cette thèse de la croissance. Et puis qu'on se dise que s'il y a un choix collectif éclairé que celui de la décroissance, il faudra que chacun en supporte les conséquences. C'est-à-dire se loge moins bien, se nourrisse moins bien, se déplace moins, accepte que son pouvoir d'achat diminue sensiblement, aille se loger à des endroits où il y a effectivement des logements vacants, mais qui malheureusement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont vacants, ne sont pas à proximité des emplois. Voilà, qu'on ait ce débat fondamental. Et moi, je crois beaucoup au bon sens de nos concitoyens. À un moment donné, de manière raisonnée, c'est l'option de la croissance qui sera privilégiée. Merci beaucoup pour la réponse que vous apportez, l'un et l'autre. Je résume. Je suis pour la croissance, dites-vous, Frédéric Souillot, précisément parce qu'avec la croissance, il y a une promotion de l'emploi et il y a des conditions de travail que l'on va pouvoir améliorer, partage de la valeur. Je suis pour la croissance, dites-vous, parce que nous avons chiffré la décarbonation, 40 milliards par an pour nos entreprises. Attention, vous n'avez pas et l'un et l'autre la même priorité. Quelle serait la priorité ? Attendez, c'est d'abord les conditions d'emploi, dites-vous, et vous vous dites, Patrick Martin, c'est d'abord la décarbonation, c'est ça là-dessus ? Non, j'ai bien parlé de préservation et de développement de l'emploi, j'ai bien parlé d'augmentation du pouvoir d'achat. Vous êtes d'accord là-dessus aussi ? Ah mais oui. Complètement. Là-dessus aussi, d'accord. Mais... Non, je vous en prie. Tant mieux. Non mais, la logique politique de la décroissance, elle ne tient pas 2 minutes avec notre système de protection sociale collective. Paritaire, cotisation pour les uns et pour les autres. Si demain il y a décroissance, moins de cotisation, moins de protection sociale collective, affrontement entre les uns et les autres, on n'avance pas. S'il y a croissance, les entreprises décarbonation, meilleur partage de la valeur. Le même débat dans les années 2000, quand politiquement on a parlé du nucléaire. Pas en parlant de notre indépendance énergétique. On a juste fait de la politique. Et après, est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire ? Peu importe. On a commencé à avoir moins d'ingénieurs nucléaires, on y a moins poussé nos enfants et les uns et les autres. Et aujourd'hui, on se retrouve dépendant d'autres pays d'Europe ou de conflits géopolitiques
avec toutes les conséquences que ça peut amener, que ce soit pour les entreprises ou pour les travailleurs. Donc, la décroissance, c'est juste une idéologie politique. Si on n'arrive pas à la combattre, à un moment ou à un autre, on nous tirera vers le bas, comme pour le nucléaire. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Non, je voudrais ajouter que chez les tenants de la décroissance, à nouveau, je pense qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté, de gens sincères. Moi, je le vis dans ma famille avec certains de mes enfants. Ils sont de bonne foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se résigner. Ça n'empêche pas de penser, je vais peut-être au-delà de ce que Frédéric Souillot a dit ou voulait dire, ça ne m'empêche pas de penser qu'il y a également une minorité agissante qui a un dessein politique. Parce que la décroissance, à un moment donné, par l'appauvrissement qu'elle génère, crée du chaos. Effectivement, on ne pourrait plus, à un moment donné, indemniser les chômeurs, on ne pourrait plus payer les retraites, on ne pourrait plus garantir une couverture médicale à peu près convenable encore. Et donc, nécessairement, ça aurait une traduction politique, qui est celle du chaos. Je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête, à nouveau, sans stigmatiser tous les tenants de la décroissance, dont une bonne partie est de bonne foi. Merci beaucoup. Le salariat est-il... Pardon, je vous en prie, si vous voulez applaudir, applaudissez, vraiment. Le salariat est-il menacé chez les plus jeunes ? Voici ce que l'on constate. Une partie de la jeunesse, j'insiste bien, semble se détacher du salariat au profit, préférant le freelance. Ce sont les moins de 35 ans, généralement des diplômés. Y voyez-vous, Frédéric Souillot, une menace ou pas du tout ? Comment interprétez-vous la chose ? Il faut que jeunesse se passe. Souvent, il n'y a rien qui change. C'était déjà le cas avant. On était déjà freelance avant 25 ou 30 ans, ce qui faisait parfois râler les parents, qu'ils soient entrepreneurs ou ouvriers, en disant nous, c'était pas comme ça. Bien aujourd'hui, le salariat, pour moi, il n'est pas remis en cause. Alors, peut-être que si on change de système politique, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée non plus, mais il y en a qui l'ont tenté. Ça n'a pas marché. Mais là, la jeunesse, on essaye de profiter des choses. Les jeunes diplômés changent, mais ils ont l'opportunité, ils le faisaient déjà avant. Alors, ça a peut-être été un peu plus poussé après confinement. Mais pour moi, non, il n'y a pas de sujet, en fait. Auto-entrepreneurs, c'est combien de pourcentage par rapport à la population active salariée, les auto-entrepreneurs? Si vous avez une idée de l'heure. C'est de l'ordre de 10 à 15%. Bon. Ce qui est quand même beaucoup. Mais je me reporte plus loin encore dans l'histoire. Il y a donc bien longtemps, il y avait des tâcherons, y compris dans des métiers où dorénavant ça n'existe quasiment plus. Moi qui suis lyonnais, il y avait des canuts. Alors je ne dis pas que le régime social des canuts était exemplaire, mais c'était des indépendants. C'était des indépendants, puis à un moment donné, le tissage s'est industrialisé, c'est devenu des salariés. Bon, moi je pense que le développement, singulièrement des micro-entrepreneurs, a un côté extrêmement positif. Je rappelle que la France est, toute proportion gardée, le pays au monde où il y a le plus de création d'entreprises, dont une bonne part sous forme de micro-entrepreneuriat. Alors il y a du micro-entrepreneuriat subi, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce, si je peux utiliser cette expression. Et donc je trouve que ça traduit une énergie entrepreneuriale qu'il faut saluer, étant rappelé qu'il n'y a pas 40 ans, massivement, les jeunes voulaient rentrer dans la fonction publique. Mon propos n'est pas de dire qu'on n'a pas besoin de fonctionnaires, je pense qu'il y en a un peu trop quand même. Bon, et donc c'est le côté positif des choses. Après, la limite de l'exercice, c'est que je pense qu'à un moment donné, ces jeunes, parce que les couvertures sociales ne sont pas les mêmes, parce que par définition, quand ils sont sous statut de micro-entrepreneurs, il y a une activité qui est beaucoup plus aléatoire, des revenus qui sont beaucoup plus aléatoires. Je pense qu'à un moment donné, certains seront amenés à se dire, le salariat, en dehors du fait que ça crée un collectif, que c'est un lien humain, ça présente également une sécurité. Une fois qu'on est marié, une fois qu'on a un projet familial. Oui, alors, micro-entreprise, mais auto-entrepreneuriat, on nous l'a amené en disant c'est la solution.
on s'aperçoit que, et là vous n'avez pas pris l'exemple de nos voisins européens, ils reviennent tous sur la législation de l'auto-entrepreneuriat, ces plateformes qui faisaient les choses, mais ne donnaient pas la possibilité aux auto-entrepreneurs de pouvoir vivre dignement ou décemment. Et si vous n'avez aucun problème de santé, bah, tout se passe bien. Et c'est quand les ennuis commencent à arriver ou quand vous construisez une famille. Je ne dis pas qu'une famille, c'est les ennuis, hein, attention. J'en ai eu une grande, très grande, donc il n'y a pas de sujet. Mais dès que vous commencez à vous poser, encore une fois, on est d'accord sur... mais sur les analyses, on est d'accord. Quand micro-société, ça existait déjà avant. C'est vrai qu'on en crée beaucoup et qu'il y a cette volonté entrepreneuriale de la France. C'est une bonne chose. Maintenant, l'auto-entrepreneuriat, ce n'est pas tout à fait la même chose. Chacun pouvait décider du jour au lendemain de faire un emprunt chez BMW, de s'acheter la superbe BM, et puis après de faire auto-entrepreneur, chauffeur et tout cela. Mais ça ne marche qu'un temps. Puisque, comme pour tout, il faut que le budget soit équilibré et qu'à la fin, on arrive à rembourser ce que l'on a emprunté. Cela fait un peu plus d'une demi-heure que nous vous écoutons et que nous vous regardons. Et nous sommes frappés par la maturité du dialogue que vous avez ensemble. Non pas que vous soyez d'accord sur tout, mais c'est la maturité de l'écoute. Je fais référence à ce qui a été dit très tôt ce matin, de l'écoute, de la compréhension et de la préservation de ses propres opinions ou bien de son propre avis. Bien sûr, vous avez des causes à défendre. Ma question est la suivante. Comment prolonger, parce que quand on compare votre dialogue avec ce que l'on peut observer quelque part dans notre pays, dans certaines enceintes politiques, ce n'est pas la même chose que vous nous donnez comme exemple. Comment exporter cette maturité à l'intérieur de chacune des entreprises présentes? Dites-nous. Alors, ouais. Non, mais Frédéric, je crois qu'on peut revendiquer, même si effectivement on a des désaccords objectifs, le sens des responsabilités des partenaires sociaux d'une manière générale, a fortiori par comparaison avec le spectacle à certains égards très préoccupant auquel on assiste, notamment sur la scène politique. Et qui d'ailleurs, de mon point de vue, a des effets cumulatifs extrêmement graves, c'est-à-dire que ça conduit à une forme de discrédit du politique, alors que je ne vois pas comment notre pays peut fonctionner sans politique. Enfin, restons sur les partenaires sociaux. On l'a démontré à plusieurs reprises, hein, Frédéric Souillot l'évoquait, en signant des accords nationaux interprofessionnels assez fondateurs hein, sur le partage de la valeur, alors normatif ou non normatif hein, dans notre jargon. Je voudrais attirer votre attention sur l'accord qu'on a signé sur le télétravail en pleine période Covid, là où le législateur voulait absolument s'emparer du sujet. Et moi, je considère qu'avec le pragmatisme et la légitimité que nous avons dès lors qu'on parle de travail, les salariés et les employeurs, on a conclu un accord, à nouveau non normatif, mais prescriptif, qui a donné quand même un cadre, un référentiel qui a inspiré bon nombre d'entreprises pour mettre en place le télétravail. Et donc, je risque cette hypothèse, Frédéric, qu'on est d'autant plus conscient de nos responsabilités que d'autres les assument moins dorénavant. On ne peut pas avoir une paix civile, on ne peut pas construire une nation, faire nation, comme on dit dorénavant, si un certain nombre d'acteurs, et ça n'est pas, j'allais dire, nous lancer des lauriers, en tout cas me lancer des lauriers, hein, que d'affirmer ça, mais c'est vrai de tous ceux d'entre vous, toutes celles d'entre vous qui sont engagés dans des mandats, dans des responsabilités patronales, fédérales ou interprofessionnelles, je pense qu'on a, consciemment ou pas, cette conviction que si à un moment donné, on ne prend pas son destin en main, on n'essaie pas d'exprimer des points de vue collectifs, de confronter ces points de vue collectifs pour construire ensemble, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'expressions excessives, outrancières, parfois violentes, et c'est malheureusement ce que vit un petit peu notre pays. Donc, dans l'entreprise à proprement parler, c'est vrai qu'il y a au sein du patronat différentes écoles, en quelque sorte.
Mais en tout cas, moi, c'est la thèse que je porte. Il faut dans les limites du raisonnable. C'est ça la vraie difficulté de l'exercice, définir les limites du raisonnable. Il faut absolument qu'on ait ce dialogue social, parce que sinon, les situations peuvent nous échapper de part et d'autre, hein, côté salarial comme côté patronal. Et à nouveau, moi, quand je regarde le nombre d'accords d'entreprise, d'accords de branche, d'accords nationaux interprofessionnels qui sont signés, mais je pense qu'essentiellement, même si on a des grosses nuances d'appréciation sur la représentation syndicale ou la représentation des salariés dans l'entreprise, je pense qu'on fait face à nos responsabilités, que nos entreprises, et je me permets de le dire, notre pays se porte bien, qu'il y ait ces acteurs sociaux qui, à la fin des fins, ne jouent pas avec les réalités. Merci beaucoup. Frédéric Souillot, vous aurez la main et la dernière réponse de cet échange sur la même question. Eh bien, alors pour l'organisation syndicale que je représente, nous, on n'est pas pour la cogestion ou la codécision. Chacun a sa place. Mais pour la pratique contractuelle et conventionnelle. Comment est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord? Alors parfois, après, on est parfois dans la posture. Mais on a tous intérêt à ce que l'endroit où on travaille, socialement, ça se passe bien. Et là, mais par contre, pour négocier, pour discuter, pour le dialogue, il faut être deux. Et tous les mauvais ne sont pas d'un côté et tous les bons ne sont pas de l'autre. Mais c'est comment est-ce qu'on arrive à entretenir ce dialogue social, cette discussion, cette pratique contractuelle et conventionnelle. Comment est-ce qu'on arrive à continuer à se parler même quand on n'est pas d'accord? Ce que nous faisons, nous. Mais parfois, dans les entreprises, on n'y arrive plus. Et quand on n'y arrive plus, qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour arriver à continuer à se parler, à discuter? Les instances représentatives du personnel. Après, la cohésion sociale de notre République, c'est le paritarisme, le dialogue social et les accords que nous arrivons à signer. Je parle peu, ou pas d'ailleurs. Nous sommes la seule organisation syndicale de salariés qui n'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre. Jamais. Alors parfois, je me retrouve dans des caricatures avec des bandeaux sur des brassards et tout cela. Pour autant, quand nous avons créé Force ouvrière, c'était pour arrêter d'être la courroie de transmission du Parti communiste à la CGT. Eh bien aujourd'hui, c'est l'ADN de notre organisation, la liberté et l'indépendance et la pratique contractuelle et conventionnelle. Et qui mieux pour la pratique contractuelle et conventionnelle? Les employeurs et les salariés. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir vos deux intervenants. Merci beaucoup à tous les deux. Je récupère vos micros. Merci beaucoup. J'ajoute, Monsieur Souillot, je ne l'ai pas dit, je l'ai oublié, vous avez dans votre cœur un petit coin de Normandie. Vous avez commencé à travailler pour une entreprise. Je crois que vous installiez des pompes à essence, mais l'entreprise était normande. C'est bien cela? Attendez. Pardon? À Grenteville, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Combien d'années? Moi, j'ai fait ça de 92 à 2012. Merci beaucoup de vous être engagé pour la Normandie.